Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive qui a lieu normalement les 2e et 4e mardis du mois en direct à 14h a pour but de vous donner les autres informations, les vraies informations sur l'industrie nucléaire, celles qu'on ne vous donne pas dans les médias traditionnels. Considérant que nous sommes tous des cobayes de cette industrie et que nous sommes tous les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous pensons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer, de nous indigner et d'agir. Merci à Radio Galère de nous accueillir et pour animer l'émission aujourd'hui, Étienne. Bonjour. Et Isabelle. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons un invité, Ludovic, du comité Stop Valogne. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bah, tu es là, c'est bien. On va revenir sur ce qui s'est passé le 23 novembre à Valogne, dans le Cotentin. Donc, j'ai sous les yeux le communiqué de presse qui avait été écrit par Sudrail le 20 novembre et qui nous explique en fait que le train, mais tu vas nous expliquer ça plus en détail, Ludovic, que en fait le train de déchets radioactifs qui partait de la gare de Valogne était un Tchernobyl roulant, c'est-à-dire que en fait, alors ils expliquent, l'inventaire officiel de radioactivité de ce transport s'élève à 3756,5 pétabecquerels, soit 3,75 milliards de becquerels. Et ils disent, à titre de comparaison, ce convoi transportera donc plusieurs fois la radioactivité émise lors de la catastrophe de Tchernobyl. Éparpillée dans l'environnement, la radiotoxicité potentielle de ce convoi suffirait à empoisonner l'ensemble de l'espèce humaine. Alors, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi vous avez décidé de faire cette action à Valogne, si tu veux bien. Outre la problématique de transport, c'est que nous, ce qu'on considère, surtout par rapport à ce transport, c'est qu'il est c'est un des symptômes et une des cibles possibles de l'industrie nucléaire en tant que telle. Oui. Et donc c'est vrai que on n'y allait pas pour empêcher le train de partir de Valogne et pour que les déchets restent tous à La Hague, pour pointer le fait que ces déchets sont une des nombreuses verrues de l'industrie nucléaire, une des plus visibles. Et que ça nous semblait pertinent donc de perturber ce train pour montrer justement la nécessité que nous avons d'agir contre le nucléaire, mais c'est bien l'industrie nucléaire en tant que telle et non pas le simple transport du déchet que nous voulions opposer. Ça n'empêche effectivement que ces transports posent des problèmes en tant que tels, comme le soulignait Sudrail. Oui, voilà. Et parce qu'en fait, on était à Valogne, on était deux représentants là, du collectif antinucléaire 13 à Valogne. Et ce qu'on a vu quand même, c'est qu'il y a des groupements antinucléaires locaux, pour pas les nommer, le Crilan, des gens comme ça, ou même Greenpeace, qui étaient en fait pas d'accord tellement avec votre action en disant, nous, ces déchets, on veut qu'ils repartent en Allemagne. Voilà, on veut pas qu'ils. Alors, où il y a eu incompréhension sur le fait que moi, j'ai jamais pensé que vous souhaitiez que ces déchets restent en France. Mais comment ça se fait que les gens comme les groupes locaux là, vous ont pas vraiment soutenu ou... Il y a plusieurs raisons. Le fait est que nous discutons ensemble et nous participons à bien des actions ensemble à côté de ça. Là, il y avait clairement effectivement une divergence qui était tactique. Qui n'est pas une divergence de fond. Je pense que le Crilan, comme nous, comme bien d'autres organisations, souhaitons la fin du nucléaire, travaillons en ce sens.
mais il y avait pas tout à fait accord sur la manière de procéder vis-à-vis de ce train. Le Crilan entendait dénoncer le train sans le perturber parce qu'il pensait, et c'est tout à fait compréhensible, que cela n'était pas suffisamment, que ça pouvait avoir un message qui n'était pas suffisamment clair auprès de la population locale. Nous avons voulu faire le pari du contraire. Oui. Je pense que nous l'avons réussi dans le sens où effectivement il a très peu été question d'opposants au transport, mais bien d'antinucléaire pendant tout le temps de l'action. Et je pense que quelle que soit la différence tactique sur ce transport, cela n'empêche pas que nous puissions et que nous travaillerons avec le Crilan. Et il y a d'ailleurs des organisations qui soutenaient les deux actions, c'est-à-dire le rassemblement du mardi soir et l'action du mercredi. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que la réponse dans les médias était très claire. Ils nous ont expliqué que le train ne risquait rien, que même en cas de déraillement, enfin, ils nous ont tout expliqué sur la sécurité physique du train, alors qu'effectivement, je suppose que votre démarche, enfin, comme vous venez de le dire, était essentiellement sur la remise en cause du système lui-même, plus que la sécurisation du train proprement parlé. Oui, puis surtout que on sait très bien que quelle que soit les règles de sécurité mises en place, il y a toujours l'imprévu qui peut arriver. Pour prendre un exemple de ces sécurisations, on nous rabâche à longueur de transport que les châteaux résistent à un choc frontal de 100 km/h. Or, là, on a vu, d'ailleurs, des personnes le maire de Golfech s'en inquiétait, un accident avec un train de ballast et un TGV, lequel roule à 140 km/h. Il y a toujours. On sait très bien qu'en termes de sécurité, il n'y a pas de risque zéro, et que par rapport à beaucoup d'autres problématiques, s'il y a un accident de voiture, évidemment, ça peut tuer des gens. C'est malheureux. Mais n'empêche que ça ne rend pas tout l'endroit où a lieu l'accident inhabitable. Oui, bien sûr, mais moi, disons que je m'intéresse particulièrement à la propagande du nucléaire, et souvent la propagande nous oppose comme motif que la sécurité est assurée au maximum à tous les points de vue, voilà, et ce n'est pas, nous on s'oppose au nucléaire, pas que sur des questions, sur des détails de sécurité comme ça, mais contre un système global. Ce que vous dites très justement aussi dans votre tract sur l'appel au camp de Valognes. Moi, j'aime beaucoup la phrase où vous dites que même en parfait état de marche, le nucléaire irradie au moins autant nos imaginaires que nos thyroïdes. C'est-à-dire qu'on se concentre sur des points de détail concernant la sécurité, mais c'est pour mieux camoufler que tout le système est quand même un peu, comment dirais-je, étrange. Oui, et inquiétant. Oui, verrouillé, bétonné. Voilà, même en bon état de marche. Moi, je voulais vous poser une question sur... dans ce que vous écrivez, on retrouve souvent, et c'est une préoccupation que moi personnellement j'ai aussi, le fait que la lutte anti-nucléaire, moi j'utilise le mot anesthésié, je ne sais pas si je retrouve plus les mots que vous utilisez, mais qu'en tout cas on sent qu'on est dans la lutte anti-nucléaire en France, en tout cas complètement en perte de vitesse. Alors on voit très bien, même par rapport à ce train de déchets, qu'en Allemagne il y avait 20 000 personnes qui agissaient, qui étaient là, et qu'en France il y avait 500 personnes. Bon, 500 personnes, c'est déjà énorme, sachant que le départ du train a été avancé d'une journée, justement pour pas qu'il y ait une mobilisation plus importante. Mais on voit bien ce décalage. Et moi, en tant que militante antinucléaire, je suis vraiment intéressée de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi on s'est endormi à un moment et comment on peut se réveiller. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus. Une des hypothèses qui semble, une des analyses qu'on peut faire, c'est que une grosse partie de l'opposition au nucléaire de manière déterminée s'est faite en fait sur l'implantation de sites.
Et le problème, c'est qu'en 30 ans, effectivement, EDF et Areva ont bien quadrillé le territoire et on le voit aussi sur les dernières, toutes les dernières implantations de réacteurs, toutes les dernières implantations de réacteurs, cela se trouve sur des centrales qui sont déjà effectuées. Du coup, effectivement, des occupations telles que Erdevin, Liré, le Pèlerin, le Carnet ou d'autres sont beaucoup plus rares. Bon, après, cela dit, on peut parler quelquefois d'anesthésie depuis 30 ans. En 97, c'était pas si longtemps que ça, et c'est encore arrivé. Donc voilà, je pense qu'un des enjeux des actions de novembre, c'était aussi de montrer effectivement qu'il y avait une opposition déterminée au nucléaire qui existait, qu'elle pouvait faire quelque chose, qu'il reste encore beaucoup à mobiliser, à travailler ensemble, à l'affirmer dans le temps, mais elle existe et effectivement elle s'est fait anesthésier par le quadrillage du système nucléaire, du lobby nucléaire, qui effectivement n'est pas qu'une production énergétique, mais un système sociétal et qui a prise sur nos vies. Enfin, dans le Cotentin, on s'en rend compte malheureusement à tout point de vue, dans le sens où même des gens qui sont assez proches de nous disent bah oui, mais si nous on est complètement coincés, que ce soit par les emplois des uns, que ce soit par les finances publiques, que ce soit et donc du coup c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire pour déconstruire tout cet écheveau qui a été mis en place sur les 30 dernières années par la Cogema et EDF, donc Cogema maintenant Areva, quoi. Oui, moi je parle de détricotage de propagande, donc c'est bien le même, oui. Construction, détricotage. Détricotage. La pelote est très embrouillée, oui. Parce qu'à propos du travailler ensemble, votre tract insiste 2 fois sur l'importance du régional. D'abord, pour la lutte antinucléaire qui n'a jamais remporté de victoire qu'à condition d'avoir une forte emprise locale, là je vous cite. Et deuxièmement, vous dites que c'est seulement à l'échelle locale que se dissout l'alternative entre le nucléaire et la bougie. Alors, politiquement, vous prenez le chacun pour soi ou que peut-on faire pour une mobilisation générale? L'enjeu, effectivement, c'est que c'est plus facile de travailler avec des gens autour de soi, ce qui n'en veut pas dire qu'on ne doit pas travailler avec les gens qui sont loin. C'est-à-dire que je pense qu'à ce niveau-là, il y a l'enjeu un petit peu qu'on a voulu lancer avec des réunions publiques dans différents endroits avant le camp, mais qui n'était pas seulement d'ailleurs uniquement dans l'esprit de mobiliser pour le camp, mais aussi d'essayer de l'ancrer dans les différents endroits, des possibilités de travailler ou de réfléchir à cela. Et c'est vrai que là, depuis Valognes, il y a déjà eu donc une autre rencontre sur Dijon. Il y en a une qui a lieu à Montreuil et dans le Cotentin, une à la mi-janvier, le 14 janvier, parce qu'effectivement c'est une nécessité qui nous semble évidente. On peut pas, pour prendre un exemple tout bête, c'est vrai que si on n'avait pas eu la possibilité d'établir un camp et donc la possibilité d'avoir un ancrage local, même si faible par rapport à ce qu'on souhaiterait, du côté de Valognes, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. Et évidemment, si on a un ancrage local plus important, on pourra faire beaucoup plus. Oui. Enfin, moi, je réfléchis toujours aux luttes, parce qu'en fait, la lutte antinucléaire dans la fin des années 70 et début des années 80, elle était vraiment basée sur comme tu l'as dit, des luttes locales par rapport à des projets bien spécifiques. Donc maintenant, la chape de béton, elle nous est tombée sur la figure. Là, il y a à part l'EPR, on n'a pas vraiment d'opposition à des projets spécifiques. Bon, donc on est dans effectivement un maillage là. Il faut s'en sortir. Et en plus, les luttes locales, même autant fin des années 70, début 80, ça n'a pas franchement marché, quoi. Moi, juste une petite parenthèse où j'étais extrêmement interpellée par le fait que dans le Cotentin, contrairement à ce qui se passe dans les villages ici autour de Tricastin, Marcoule, Cadarache, que dans le Cotentin, les gens dans les restos, à l'hôtel, dans la rue, ils étaient
pas franchement pro-nucléaire. J'ai plusieurs personnes m'ont dit, mais nous, on n'a pas envie de ce truc. On préférerait être ailleurs. C'est dur. Localement, moi, j'ai ressenti une véritable différence, là, par rapport à ici, où les gens sont contents parce qu'ils ont des belles piscines, des beaux éclairages publics, du boulot, et que, voilà. Mais qu'il n'y a pas de résistance dans la population, enfin, ou même ce germe de résistance. Tu le sens dans le Cotentin, le fait qu'il y a quand même des gens qui sont opposés, enfin... Faut pas se leurrer non plus. Hein. Dans le Cotentin, il y a beaucoup de gens qui sont quand même très contents d'avoir aussi des beaux terrains de foot, ou bon, un peu moins peut-être des piscines par chez nous, mais il y a clairement aussi cet état de fait. Hein. Bon, c'est vrai que quand il y a 5000 employés à la Hague, ben ça tisse une certaine toile. Après, il y a déjà d'une part des restes des résistances des années 80, faut pas et que la précédente action antinucléaire d'envergure à Valognes, c'est un président de la République qui était accueilli à coups de pomme. Malheureusement, il s'agissait de Valéry Giscard d'Estaing, ce qui donne un petit peu le nez en termes de date. Mais donc vous avez sans doute aussi pu rencontrer peut-être plus de bonnes personnes, peut-être que plus de personnes qui étaient prêtes à parler à ce moment-là étaient des personnes effectivement qui nous soutiennent. Mais ce qu'on a remarqué quand même effectivement par rapport à un lieu, une situation où on ne se sentait pas forcément accueilli au départ, en tout cas on nous a pas tourné le dos. Et ça c'était quelque chose qui déjà pour nous, vu la situation effectivement du Cotentin et qui à ce niveau-là est assez proche de Tricastin, était très important. Et ça, on a déjà eu l'impression que qu'on avait effectivement au moins pas un impact négatif, et que au contraire, on a pu réveiller chez des gens qui se sentaient totalement dans la capacité d'agir, leur ouvrir un petit peu des voies, leur ouvrir un peu le champ des possibles à ce niveau-là, et puis réveiller chez d'autres plus anciens nostalgie positive, on va dire, pendant un petit peu à remobiliser autour de nous. Alors, c'est pas gagné, faut pas. Non, faut pas gagner, mais c'était des petits gestes intéressants. Nucléaire dans le Cotentin. Oui, je crois que c'est un peu partout, c'est général. Mais moi j'ai quand même été touchée par le gars là, à côté des voies, le type qui a fait du café pour vous. Enfin, c'était assez touchant. Enfin, voilà, personne vous a. Voilà, bon, moi j'ai trouvé ça assez touchant. Moi, j'avais une question à vous poser qui regroupe un petit peu aussi ce dont on vient de parler et ce qu'on a parlé avant, c'est-à-dire le côté national du mouvement. Aujourd'hui, on fait le constat qu'aucun parti politique ne soutient de près ou de loin l'arrêt total et immédiat pour lequel on se bat. Alors, est-ce que le 23 novembre, il y a eu une présence politique ou syndicale? Enfin, comment vous situez-vous politiquement? Politiquement, c'est-à-dire par rapport aux partis politiques, hein, parce que ce qu'on fait, c'est de la politique, hein, quand même. Oui. On est d'accord. Oui. Voilà. Au niveau des partis politiques, c'est clair que donc nationalement, alors c'est pas un parti non plus, mais nationalement, donc il y avait quand même des soutiens des libertaires, dont la Fédération anarchiste, du NPA. Après, évidemment, chez ceux qu'on pourrait croire les plus à même à appuyer en ce sens-là, évidemment, c'était pas au niveau national, mais il y a quand même donc Europe Écologie Pays de Loire, c'est sans doute pas un hasard, et Bretagne Écologie qui soutenait le camp. Mais bon, effectivement, si ce sont ces régions-là, c'est sans doute pas un hasard. À côté de cela, au niveau syndical, c'est clairement principalement Sudrail, mais aussi le syndicat étudiant, la FSE de Caen. Donc c'est clair que c'est pas les gros partis, et je pense qu'ils ne sont pas du tout, de toute façon, ni dans ce type de discours, ni dans ce type de recherche, puisque effectivement l'arrêt immédiat du nucléaire n'est pas encore passé dans les mœurs. Et comme ces gens-là sont d'abord en recherche de place, c'est difficile pour l'instant de darguer de ce message-là en essayant d'être élu en même temps.
Oui, on le voit bien en même temps. Nous, on prône notre non-politisation. Indépendance. Voilà, c'est pour ça que totale, je vous tendais la main dans ce sens-là. Oui. Une dernière question. Je sais pas, peut-être pas une dernière, mais enfin, oui. Je voulais quand même avoir votre avis sur le réseau Sortir du nucléaire. Qui donc a été créé en 1998, si mes souvenirs sont bons, et qui, à mon sens, a une grande, une grande responsabilité dans l'anesthésie justement de ce mouvement antinucléaire. Alors, je trouve que le fait de hiérarchiser en fait, dans une structure hiérarchique, institutionnelle, on voit d'institutionnalisation avec un certain nombre de salariés, etc., sur des modèles type Greenpeace, ne favorise pas franchement le maillage du territoire et la mise en lien des antinucléaires. Enfin, ça c'est mon analyse, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez. Si vous... C'est vrai qu'on s'est pas forcément trop posé la question. Bon. Je pense parce que aussi, il y a eu effectivement beaucoup de problèmes au sein de ce réseau et qu'on ne cherche pas spécialement à alimenter le feu. Ah non, mais moi non plus. C'est une question. Voilà. Après, c'est clair que la structure du réseau ne correspond pas du tout effectivement à notre mode d'organisation à nous. Cela dit, celui de Greenpeace encore moins, et ça n'empêche pas que on va pas cracher à la figure des militants qui ont fait une bonne démonstration de force la semaine dernière. Donc c'est vrai que là justement nous, ce qu'on apprécie à un certain point de vue, c'est que alors qu'effectivement il y a de grosses divergences, que ce soit sur la manière de fonctionner ou que ce soit sur les objectifs, ou en tout cas les objectifs affichés, le camp s'est trouvé, le camp et les actions du 23 novembre se sont trouvés soutenus à la fois par la coordination antinucléaire et par le réseau. Et je pense que ça doit faire très longtemps je pense que ce n'est pas arrivé que ces deux structures soutiennent une même action. Juste pour te répondre, la coordination, c'est la coordination Stop Nucléaire, mais... Stop Nucléaire, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Chez nous, c'est très compliqué tout ça, il y a les comités, les collectifs, les anti, les stops, les machins. Donc, nous, le collectif des Bouches-du-Rhône, on a participé, on est membre fondateur de cette coordination. Et voilà, elle est toute récente puisqu'elle date de la fin août de cette année. Donc, je pensais que ça faisait un an de plus en fait. Oui, ça fait un an qu'on y réfléchit, mais on s'est mis au point à peu près fin août, voilà. Donc, mais c'était effectivement intéressant de voir que ces deux structures qui ont des fonctionnements et des objectifs différents soutenaient au moins cette action. Parce que vous dites que vous n'y avez pas pensé, mais quand même, dans votre tract, vous dites par exemple l'enseignement qui nous vient du mouvement allemand est précisément que les différentes tendances peuvent coexister sur une base pratique, en ayant chacun son mode d'action. Ou un peu plus loin, vous dites la permanence des luttes de chapelle en France n'exprime que l'insuffisance pratique du mouvement. Donc, vous insistez sur le fait que c'est le pratique qui doit rendre la cohésion au milieu de tous ces discours un peu divergents, quoi. Voilà, d'autant plus pour prendre une de grosses divergences qui semble affichée par rapport à par exemple des scénarios de sortie. Nous, on considère effectivement qu'il n'y a pas de bons scénarios de sortie. Nous non plus. Hein. Oui. Nous non plus. Là, on considère que si on veut en sortir, si on veut arrêter ça, il faut agir. C'est pareil. Et que effectivement, on aimerait bien que ce soit le plus tôt possible, mais que pour l'instant, on pense que ça va prendre du temps. Et ça prend du temps parce qu'on n'est pas assez nombreux pour l'imposer. Et que après, pour ce qui est des scénarios de sortie, on peut même aller en étant jusqu'au boutiste en disant mais même si on diminue la consommation en France à 400 TWh et qu'on produit 400 TWh d'électricité d'énergie renouvelable, est-ce qu'on aura arrêté le nucléaire ?
pas forcément. Non, non. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. L'idée n'est pas de proposer des scénarios à la carte et de se battre avec des 5 ans, des 10 ans, des 20 ans, des 2 ans. Le problème, il est effectivement de comment on arrête, comment on arrive à se mobiliser et à inverser enfin pour moi en tout cas, le rapport de force là. Et donc ça, c'est effectivement en créant du lien et en travaillant ensemble. Bon, ben c'est bien. Mais on a parlé très longtemps. Oui, on a parlé longtemps. Bah, merci. Est-ce que tu veux rester un petit peu avec nous ? Il y a Étienne qui fait une chronique humoristique, si on peut être humoriste. Enfin là, c'est un peu entre deux parce que. Tu pourras réagir. Voilà. À propos de Valogne, j'ai épluché en streaming les 2 journaux télévisés du mercredi 23 novembre. C'est assez intéressant. Sur des images de guérilla champêtre, on voit clairement sur les 2 chaînes hertziennes, des CRS bien organisés matraquer des manifestants en tenue de peintre en bâtiment et écharpes tricotées pour cacher les visages. Les CRS le long des voies dans le brouillard et quelques vaches qui broutent paisiblement apportent la touche bucolique. Ce sont les commentaires qui me fascinent. Sur France 2, je cite « Une bataille rangée, un quart de CRS incendié, alors que le débat politique bat son plein, la contestation antinucléaire a pris un tour violent. Des affrontements sporadiques, plus ou moins violents, qui ont duré toute la matinée. Jets de pierre et cocktails Molotov, contre-coups de matraque et tirs lacrymogènes. Près de 3000 gendarmes contre 200 manifestants qui ont tenté de saboter la voie ferrée en retirant les ballasts et en incendiant des boîtiers électriques. » Sur TF1, d'autres chiffres, mais une même idée. 12 arrestations, 3 blessés légers, c'est le bilan de la contestation antinucléaire. 8 heures d'affrontement entre 500 CRS et autant de manifestants antinucléaires. Le blocage se transforme rapidement en champ de bataille. À plusieurs reprises, les activistes investissent les rails. Très mobiles, les manifestants paraissent déterminés. 5000 CRS ou 3000 gendarmes ? 200 manifestants ou 500 ? Va savoir. L'important est qu'on ne parle plus de manifestants, mais d'activistes. Selon Wikipédia, l'activisme désigne un engagement politique privilégiant l'action directe. C'est une forme exacerbée de militantisme pouvant aller jusqu'à braver la loi. Et voilà, c'est qui les méchants ? Pour bien enfoncer le clou, le reportage de TF1 enchaîne sur un beau gosse, cadre dynamique d'Areva, qui annonce « Il y a eu des comportements inqualifiables. Nous condamnons ces débordements. Nous alertons depuis des années les antinucléaires sur ces possibles dérives. Et aujourd'hui, on a eu la démonstration que le mouvement antinucléaire pouvait prendre des formes d'action particulièrement violentes. » Ils sont pas gentils chez Areva ? Ils nous ont gentiment alertés sur les possibles dérives de notre contestation. Quant à France 2, nous avons un sosie de Julien Courbet, dans un décor Playmobil tout neuf, qui nous montre scientifiquement que vraiment tout a été contrôlé, crash test à l'appui, par Areva et la SN, et que ce convoi, rempli à craquer de gendarmes, peut subir toutes sortes d'accidents possibles sans le moindre danger. Ah, attendez, je ne comprends pas. Ils pensent que les militants ont tenté d'arrêter le train de peur qu'il déraille ou bien ? C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Bref, le pourquoi de tout ce ramdam est totalement évacué. Et on passe, sans transition, sur les 2 chaînes confondues, sur le fait que la farfelue Eva Joly a dit n'importe quoi quand elle critique l'accord EELV-PS et qu'elle est vite rentrée dans l'ordre, bien entendu. Résumé, les militants antinucléaires sont de dangereux individus. Même l'opposition convient raisonnablement que le nucléaire n'est pas un problème important. Lâché de tout parti politique, nous voici donc sur le chemin du terrorisme. Que voulez-vous ? Voilà, la propagande est à l'œuvre. Je n'invente rien. Bon. Déjà, une petite différence qui a joué en notre faveur, c'est que la préfecture a une petite maladresse, c'est qu'elle a commencé à dire que donc les activistes antinucléaires étaient donc violents, au moment même où les journalistes diffusaient des images de CRS matraquant. Et du coup, les gens ne savaient plus lesquels étaient les activistes matraques. C'était ceux qui lançaient ce qu'ils avaient sous la main. Oui, on n'y comprend plus rien. Bon. C'est bien là-dessus que j'ai démarré mon idée, en disant, voilà, c'est des images vraiment violentes de CRS. Après ça, on va prétendre que c'est les antinucléaires qui sont les plus violents, quoi. Ouais, de toute façon, la violence, elle est bien dans le train qui contient
Combien de fois la radioactivité de Tchernobyl, elle est là, la violence, elle n'est pas ailleurs. Bon, bah écoute Ludovic, merci bien. On va essayer de rester en lien parce que nous, on a envie de faire des choses avec vous, enfin, ou en tout cas, voilà, de se revoir, et puis d'élargir la base militante par ici sur ce... Voilà. Sur ce sujet. Sur ce sujet. Bon, à bientôt. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Au revoir. Alors on a l'actualité. Alors l'actualité, non, on n'a pas le temps là. Il est 14. On a parlé pendant une demi-heure. Donc la demi-heure radioactive est donc terminée et les actualités, ce sera pour Noël. Voilà. Normalement, on se voit le 27 décembre à 14h si tout va bien. On se voit, on s'entend quoi. On s'entend. Oui. Merci Joachim.